Donc, je m'appelle Iman Bershan et je suis là avec ma sœur Leila Bershan. Et en fait, on est toutes les deux fondatrices d'une start-up qui s'appelle Play Academy, qui en fait qui a pour objectif d'initier les enfants aux compétences du 21e siècle. En gros, ce qu'on fait, c'est des ateliers de robotique où les enfants ils viennent chez nous, ils apprennent à construire leurs propres robots, à les programmer. Et on est aussi représentant de programmes internationaux de robotique comme les Olympiades de robotique. Donc, en fait, on va commencer notre histoire par le départ. Donc, tout le monde nous appelle Lego Sisters, c'est parce que, en fait, on est toutes les deux. En fait, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est qu'on utilise des Legos pour donner vie à des concepts de mécanique, de sciences et de physique. Et en fait, notre histoire a commencé, en fait, on est toutes les deux des sœurs, donc on est nées dans la petite ville de Teza, donc au nord du Maroc. Et en fait, nos parents, ils étaient tous les deux enseignants de SVT, donc de sciences naturelles. Et du coup, depuis notre enfance, on était passionnés par l'éducation. Et moi, je me retrouvais dans ce profil de scientifique. J'adorais les mathématiques, j'adorais les sciences. Et pour moi, c'était une passion. Donc, je voulais grandir pour devenir ingénieur parce que pour moi, si tu es premier de la classe, eh ben, tu vas faire classe préparatoire. Après, tu vas faire l'école d'ingénieur et après, tu vas devenir ingénieur. Donc, c'était un rêve d'enfance pour moi. Et voilà, donc dans la petite ville, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a grandi en jouant à des jeux de société, à découvrir la technologie, à bricoler, à défaire des voitures, à les refaire encore une fois. Et voilà. Donc en fait, on a fait toutes les deux l'école publique marocaine, donc dans cette petite ville de Teza. Et en fait, pour nous, l'éducation, c'était strict, c'était rigide, c'était l'enseignant, c'est lui qui a le savoir, il est là, il nous dit ce qu'on doit apprendre et nous, on est là, on croise les bras et on reçoit le savoir. Et donc, on n'a pas eu l'opportunité d'expérimenter, de se dire que je peux faire quelque chose. Et du coup, lorsque, par exemple, moi, j'ai grandi, j'étais au lycée, pour moi, à un certain moment, j'ai perdu la confiance en moi. Je me disais peut-être que les sciences, peut-être que les mathématiques, c'est que pour les garçons, c'est pas pour tout le monde. Et c'est justement parce que on ne nous donne pas assez l'occasion to fail, de subir l'échec et de le vivre proprement. Si vous avez remarqué, en fait, le milieu du travail, il se modernise. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a les nouvelles technologies qui font partie de notre quotidien. Et tout ça n'apparaissait nulle part dans notre parcours, soit à l'école primaire, soit au collège, soit au lycée. On était très faiblement initiés à la technologie. On faisait des cours d'informatique une fois par semaine ou une fois par quinzaine. Et pour nous, ce n'était pas suffisant. Donc après, en fait, est venue l'étape de l'école d'ingénieur. Donc toutes les deux, moi et ma sœur, on a fait l'école d'ingénieur, on a fait génie industriel. Et même au cours de ce parcours qui est censé être technique, on a senti que ce n'était pas suffisant. On n'avait pas assez d'outils, on n'avait pas l'opportunité d'expérimenter. Et ce rêve-là de devenir ingénieur, il était à un certain moment une déception. Il se transforme en déception. On se dit que c'est pas la chose à laquelle je m'attendais. Je suis très passionnée par les sciences, je suis très passionnée par la technologie et pourtant je ne retrouve pas ça dans mes études, je ne le retrouve pas dans ma vie de tous les jours. Et en fait, quand on a pensé à fonder Play Academy, on était à l'époque, moi j'avais déjà commencé à travailler, j'avais 6 ans derrière moi en boîte. J'ai changé de boîte parce que je ne me plaisais pas, je trouvais que c'était en fait, mon travail ressemblait à ça, c'était des fichiers Excel tout le temps. Et en fait, il n'y avait pas de création, il n'y avait pas, on nous demande d'exécuter. Et moi, à un certain moment, en tant que jeune, je partais voir mon boss pour lui dire oui, mais qu'est-ce que je suis censée apprendre, je sens que je n'évolue pas. Et un jour, il m'a dit, tu sais, tu es comme un carrefour, tu vas recevoir des informations, tu les embellis, après tu les renvoies. Moi, c'est pas en commençant mon parcours d'ingénieur, c'est pas ce qui me faisait rêver pour me réveiller tous les jours et aller travailler, aller faire ce travail. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai partagé mes réflexions avec Iman, qui était à l'époque toujours étudiante. Elle était toujours à l'école. Et en fait, je jouais un jeu avec des neveux. C'est Jenga. Vous connaissez Jenga ? Oui.
En fait, le principe est simple de Jenga. Il faut, en fait, c'est une tour avec plein de pièces en bois. Il faut retirer des pièces et les mettre en haut, mais il ne faut pas faire tomber la tour. Et en fait, avec ces neveux-là, je me rendais compte que des principes qui, pour moi, étaient très, très basiques, genre la gravité, le centre de gravité, pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils comprenaient forcément. Et avec ce jeu, en fait, on pouvait très facilement expliquer un principe qui est très, très complexe pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, et ils pouvaient réfléchir et puis appliquer par la suite, et puis peut-être même développer, aller plus loin. Et en fait, je suis partie de cette réflexion pour dire pourquoi ne pas trouver un moyen pour enseigner l'ingénierie d'une façon un peu différente. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir, à brainstormer, et on a trouvé en fait les Lego. On a trouvé les Lego en fait, et on a trouvé que c'est un moyen très, très intéressant pour commencer et pour enseigner tout ce qu'on veut. Et on avait commencé avec un petit centre. À l'époque, en fait, moi, j'adorais voyager. Du coup, à chaque fois que j'avais l'occasion, je prenais l'avion et je partais. Je partais explorer d'autres pays. Et du coup, j'avais pas d'économie. Ima non plus, elle était étudiante. Et quand j'ai parlé à mes parents, ils m'ont dit est-ce que tu es folle? Tu veux quitter ton boulot pour aller jouer au Lego? Donc, c'était pour moi, en fait, quand j'ai trouvé l'idée, c'est ce que je veux faire. J'ai parlé avec plein de personnes et ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre diplôme d'ingénieur? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez fait jusque-là? Vous avez travaillé, j'étais dans le contrôle gestion et Iman, il venait à peine de finir sa deuxième année d'études. Et c'était difficile. On n'avait pas de support, il n'y avait pas l'appui de personnes en fait autour de nous. Et du coup, on avait commencé à l'époque d'aller assister à des événements de start-up, juste pour pouvoir partager, parler avec des personnes qui rêvent comme nous, qui veulent créer des choses, qui ont des rêves et qui veulent les ramener quelque part. Et c'est ce qui nous a aidé un peu à dépasser cette peur de faire le premier pas. Et on avait commencé avec 2 petites boîtes. J'ai pris une avance sur salaire de mon boulot. Et pendant 1 an, on a commencé par travailler que les week-ends et les soirs sur le projet. Donc moi, j'ai continué à travailler sur mon boulot et c'est comme ça que je finançais. Je me suis dit, jusque-là, je vivais une vie d'une certaine façon, mais j'ai maintenant d'autres priorités. Et du coup, j'ai essayé de choisir c'est quoi mes priorités dans la vie? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux réussir le projet ou bien je veux aller faire du shopping tous les jours? J'ai laissé tomber le shopping pendant un certain moment. J'ai laissé tomber tout ce que je faisais à côté. Et on a commencé à travailler toutes les deux, seules, on a loué un petit espace et puis on a commencé avec les moyens de bord. Parfois on faisait le ménage, on a fait la peinture toute seule, on a créé plein de choses toute seule. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avait commencé au départ. Et en fait, le principe pour nous, c'était d'enseigner le codage, le design, l'ingénierie industrielle, les mathématiques, l'art. On faisait aussi de la technologie, de la robotique. Donc, on a développé pas mal de leçons pour pouvoir enseigner aux enfants et leur faire aimer le principe d'ingénierie. Pas seulement que ça, mais développer aussi le sens de travail en équipe, la gestion du temps, la gestion financière aussi, parce que parfois on leur donne un budget à gérer et ils doivent nous faire un compte rendu par rapport à ce qu'ils ont dépensé dans leur projet et tout. Et puis plein de choses. Voilà.
Pour l'instant, en fait, ça fait 5 ans qu'on a commencé ça. Et depuis, on a réussi à faire participer des équipes marocaines dans plein de compétitions. On est parti un peu partout dans le monde. Et du coup, je poursuis mon rêve aussi de voyager. J'essaie d'allier ce que j'aime avec les challenges de tous les jours d'un entrepreneur pour pouvoir continuer et pouvoir donner un peu plus à l'éducation au Maroc tout en faisant ce que j'aime. Donc en fait, comment on fait ça? On le fait à travers des projets. En fait, les élèves, on les fait travailler sur des projets, sur des thématiques de la vie réelle. Par exemple, ils vont utiliser des robots pour voir comment on peut résoudre des problématiques dans l'espace, concevoir des rovers qui vont aller collecter des échantillons sur l'espace. Et tout ça, c'est fait avec des Legos sur une table. En fait, si vous avez remarqué sur la slide qui était avant, il y avait un robot qui se déplaçait, qui faisait bouger des objets. Et en fait, lorsqu'on fait travailler les enfants sur des projets, ils ne développent pas des skills ou des notions qui sont détachées entre eux. Par exemple, à l'école, on fait le cours de français tout seul, le cours de maths tout seul, le cours de technologie tout seul, mais on n'apprend pas aux enfants comment mettre tout ça ensemble. Et du coup, lorsqu'on est étudiant, on sort dans le marché du travail, on ne sait pas quoi faire de ce qu'on a appris à l'école. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de les faire travailler sur des projets, sur des thématiques. Ça peut être la conservation de l'environnement, ça peut être l'eau, ça peut être les smart cities. Et donc, tout ça, les enfants, ils ont une problématique, ils travaillent sur une solution. On travaille beaucoup avec la passion parce que si on n'a pas la passion, on est incapable de continuer. Et du coup, on y met beaucoup de passion et les enfants aussi. Donc, lorsqu'ils voient à quel point vous êtes attaché à ce projet, à quel point vous êtes présent, à quel point vous êtes proche d'eux, ils sont aussi proches de ça. On essaie aussi de les mettre dans un espace où ils sont à l'aise, où ils peuvent mettre la musique, ils peuvent être dans un état décontracté. En fait, tout ça, ça fait partie de comment le projet il fonctionne. On les laisse jouer beaucoup parce qu'on y croit vraiment. On croit que lorsqu'on est en train de jouer, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'apprendre. Et c'est très important de laisser les enfants jouer, que ce soit à bas âge ou même à âge adulte. Peut-être une anecdote que je vous raconterai, je parlais avec une cousine et elle est venue chez nous pour passer une journée pour apprendre à faire de la robotique. Et elle m'a dit, j'ai fait plein de copines aujourd'hui. Je lui ai dit, oui, mais comment tu as fait pour avoir beaucoup de copines? Moi, j'ai du mal à avoir une seule ou deux lorsque je vais dans un événement. Elle m'a dit, je suis partie chez elle, je l'ai invitée à jouer avec moi et on est devenues copines. Pour elle, c'est aussi simple que ça. Et je trouve que c'est très touchant parce que lorsqu'on arrête de jouer, on commence en quelque sorte à se mettre des barrières et ça devient de plus en plus difficile pour nous de construire des connexions avec les autres. Peers, donc en fait les enfants ils apprennent, chacun apprend de l'autre et donc en fait ils sont dans un environnement où ils sont obligés en quelque sorte de travailler ensemble, ils sont obligés d'apprendre l'un de l'autre et ça fait partie en fait de toute l'expérience parce que si on veut que les enfants apprennent à collaborer, il faut les mettre dans des situations où ils doivent collaborer. Donc c'est des projets qu'on fait, en fait, notre projet il fait une offre pour les étudiants, donc les élèves qui vont venir, ils vont apprendre à coder, à construire, à programmer, à faire des robots. C'est aussi pour les enseignants, donc qui veulent se former, qui veulent savoir intégrer les nouvelles technologies dans leur classe. Et aussi pour les administrateurs qui veulent donner une meilleure vision de leur école, qui veulent offrir des solutions qui sont en lien avec la vision stratégique de leurs écoles ou de leurs établissements. Et donc au départ, en fait, notre projet a pas mal évolué depuis qu'on a commencé, ça ne ressemble plus à ce que c'était au départ. Donc on a commencé avec un centre de créativité, où on avait un espace où les enfants venaient chez nous pour apprendre, pour construire ces robots, pour les programmer. Et en fait, ça a évolué. On est devenu distributeur de Lego Éducation ici au Maroc. Donc, on est fournisseur de de ces solutions ici au Maroc. Après, on a développé notre programme des compétitions. On a trouvé que c'est un très bon facteur pour garder les élèves motivés, pour leur donner beaucoup plus que l'expérience de programmation. Parce que notre but final, ce n'est pas vraiment que les enfants deviennent des geeks, qu'ils apprennent à construire des robots, mais c'est plutôt qu'ils développent des compétences qui vont leur servir dans la vraie vie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de leur proposer des challenges de la vie de tous les jours.
on a développé notre concept pour devenir un full solution provider. Ça veut dire que toutes les solutions de l'éducation technologique, on peut les fournir à l'école. Ce n'est pas que le matériel, mais aussi la formation, le conseil et tout ce qui vient avec. Et en fait, on a finalement pu développer en fait, une sorte d'umbrella ou un partenaire clé dans la région des pays francophones ici dans l'Afrique. Et en fait, notre vie de tous les jours, elle ressemble à ça. Quand on n'est pas en voyage pour une compétition, on est en recherche de fonds, on est en train de faire le recouvrement de nos clients, on est en train de résoudre des problèmes qui arrivent tous les jours. Et on voulait partager avec vous juste quelques solutions qu'on essaie de faire et quelques challenges qu'on résout. En fait, je suis sûre que la majorité sont familiers avec cette courbe, mais en fait, c'est vrai. Parce qu'en fait, on démarre toujours notre journée en étant positif et puis il y a plein de péripéties qui se passent en une seule journée. Parfois, on se dit, OK, on arrête, on va fermer et on arrête tout. Et tout de suite après, on essaie de trouver des solutions et passer. Donc, la majorité en fait des challenges qu'on a, le premier et l'essentiel, c'est trouver les bonnes ressources pour travailler. Donc, on est censé recruter des gens, on est censé faire marcher la société, déléguer les tâches, toutes les tâches qu'on a. Et le premier problème qui se pose, c'est que parfois on est censé vider toute une journée pour passer des entretiens et les gens tout simplement ne viennent pas à l'entretien. Il y a peut-être 10%, allez, je vais être optimiste, 10% qui viennent à l'entretien. Donc, et du coup, il faut être très créatif pour pouvoir trouver des personnes pour travailler avec nous. Parfois, on passe par les personnes qui travaillent déjà avec nous pour dire est-ce que tu connais quelqu'un qui peut venir travailler. Et c'est la façon qui marche le plus en fait quand on est entrepreneur. Parce qu'on a remarqué en fait qu'au Maroc, les gens ne veulent travailler que dans des grandes boîtes qui font bien sur le CV, qui apparaissent sur le CV et qui font un bon buzz. Après, on recrute aussi à travers, on a commencé à recruter aussi à travers les événements qu'on organise. C'est des choses qui motivent un peu les gens ne savent pas ce qu'on fait. Et du coup, quand ils viennent pour participer à un événement, ils sont « oui, mais les enfants peuvent faire ça et moi, je ne peux pas ». Donc, ils sont motivés pour venir et inspirer d'autres enfants. Voilà. Après, pour la partie financement, nous, à un certain moment, on avait commencé à chercher le financement, à aller voir des organismes, participer à des pitchs, mais après, en fait, c'est un choix. On a découvert qu'en fait, on passait beaucoup de temps à pitcher ou à préparer des dossiers. Parfois, on est censé travailler sur un business plan qui fait une vingtaine de pages et après, il faut changer, il faut revoir. Et du coup, tu te retrouves à laisser tomber tout le travail que tu es censé faire, laisser tomber les clients et se concentrer sur cette partie. Et à ce moment-là, en fait, nous, on a dit non, on ne veut pas ça, on veut garder notre liberté parce que chercher un investisseur au Maroc, ça veut dire aussi perdre une partie de ta liberté pour prendre des décisions, pour faire un certain nombre de programmes. En dépit pour avoir de l'investissement, nous, on a préféré faire évoluer la société en utilisant nos fonds propres. Et du coup, on a essayé en fait de faire du bootstrapping. C'est vrai qu'on a des difficultés, mais on s'en sort à chaque fois. On a pas mal en fait de choses qui évoluent et on continue à faire évoluer la société. Moi, j'aimerais ajouter qu'en fait, l'une des autres difficultés majeures, c'est de se faire mentorer. C'est de trouver des personnes qui sont sur le même créneau, qui vont comprendre vraiment ce qu'on fait comme business. Parce que c'est vrai, c'est facile de trouver des mentors qui vont vous conseiller dans la partie, par exemple, financière ou dans la partie
éducative, mais de trouver quelqu'un qui allie un petit peu entre toutes ces parties-là, et c'est vraiment difficile. Et du coup, en fait, on a pas mal tardé sur ça avant de trouver quelqu'un qui était vraiment qui était un peu à cheval sur toutes ces parties-là et qui pouvait nous aider. Et en fait, ça n'aurait pas pu être possible si on n'avait pas persévéré, on avait continué à taper sur toutes les portes. Ça veut dire que peut-être que vous n'allez pas trouver votre mentor la première année, peut-être pas la deuxième année, peut-être pas la troisième année, mais la quatrième année ou la cinquième. Et du coup, en fait, la leçon, c'est vraiment que la persévérance, elle est importante, et la persévérance ne peut pas y être si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. On a beaucoup parlé de notre enfance, on a beaucoup parlé de notre parcours universitaire, parce que justement, c'est des choses qui nous ont conduit à prendre ces décisions et à choisir cette voie et à se dire, voilà, c'est ça ce que je veux faire de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend vraiment passionné par ce que vous faites et qui vous permet de continuer à exister. Merci. C'est bon. Moi, je voulais juste insister sur le fait que la passion, en fait, c'est ce qui nous fait maintenant rêver tous les jours. Et parfois, je rencontre des gens qui étaient avec moi à l'école d'ingénieur et qui sont très tristes. Je les vois avec leur costume en train de partir au boulot, et moi, je suis avec mon café très, très contente de démarrer ma journée. Donc, essayez vraiment de trouver quelque chose qui vous passionne.